23 août 1943, 4h47, ghetto de Varsovie, Pologne. Le Hauptscharführer Klaus Reinhardt ajusta son sifflet réglementaire Acme Thunderer, le même modèle que chaque officier de la SS utilisait pour coordonner les opérations. Dans exactement 13 minutes, il sifflerait 3 fois. Le signal pour que ses équipes convergent vers le bâtiment du 18 rue Mila, où les renseignements allemands rapportaient que 47 Juifs se cachaient dans un bunker souterrain. Reinhardt avait exécuté 23 rafles au cours des 2 derniers mois. Celle-ci serait la 24e. Simple, routinière, efficace. Ce que Reinhardt ne savait pas, c'est qu'à 200 mètres de là, caché dans les décombres d'un bâtiment bombardé, un garçon de 12 ans tenait un sifflet identique qu'il avait récupéré sur un cadavre nazi 3 semaines auparavant. Et ce garçon, Tomasz Piotrowski, avait passé ces 3 semaines à mémoriser chaque signal, chaque motif, chaque code que les nazis utilisaient pour coordonner leur chasse à l'homme. Au cours des 12 prochaines minutes, Tomasz utiliserait ce sifflet pour orchestrer le chaos le plus absolu que la SS avait connu dans le ghetto. Il confondrait les unités, inverserait les ordres, diviserait les équipes et, dans le processus, sauverait 47 vies que la Wehrmacht considérait déjà comme capturées. Voici l'histoire de comment un garçon polonais, avec une oreille absolue et un courage suicidaire, retourna le système de communication nazi contre lui-même, comment un sifflet à 50 centimes vainquit toute une opération militaire, et comment la créativité enfantine s'avéra plus mortelle que la discipline allemande. Le ghetto avant le garçon. En août 1943, le ghetto de Varsovie était un cimetière habité. Établi en octobre 1940, il avait comprimé plus de 400 000 juifs dans une zone de 3,4 km². En 1943, après des déportations massives vers Treblinka et le soulèvement du ghetto en avril, il restait environ 60 000 personnes, la plupart cachées dans des bunkers souterrains qu'ils avaient construits en anticipant la fin inévitable. Les déportations avaient suivi des schémas prévisibles. Les nazis arrivaient à l'aube, bloquaient les rues avec des troupes, vidaient systématiquement les bâtiments. Les Juifs appelaient ces opérations « Aktionen », mot allemand qui sonne clinique, mais signifiait « mort industrielle ». L'architecture du ghetto favorisait les nazis. Rues étroites, bâtiments hauts, sans route d'évasion. Des murs de 3 mètres avec du fil barbelé encerclaient tout. Des gardes allemands et la police polonaise collaborationniste patrouillaient constamment. C'était une prison conçue pour se transformer efficacement en fosse commune. Mais les nazis avaient sous-estimé la créativité juive désespérée. Tandis que les Allemands construisaient des murs visibles, les Juifs construisaient des villes invisibles. Des tunnels connectaient les bâtiments. Les bunkers s'étendaient sur 3 niveaux sous terre. Faux murs, planchers doubles, espaces dans les cheminées, tout vide architectural devenait une cachette. En 1943, le ghetto de surface était un théâtre. Le vrai ghetto existait sous terre. Tomasz Piotrowski était né le 3 février 1931 à Varsovie. Son père, Jakub, était musicien professionnel, violoniste à l'Orchestre philharmonique de Varsovie, jusqu'à ce que les lois raciales de 1940 interdisent aux Juifs de jouer de la musique aryenne. Sa mère, Esther, avait été institutrice. Quand ils établirent le ghetto, la famille Piotrowski déménagea dans un minuscule appartement rue Nowolipki, partagé avec 2 autres familles. 9 personnes dans 3 pièces.
La vie privée était un concept obsolète. Jakub continua d'enseigner la musique clandestinement. Les nazis avaient interdit l'éducation juive, mais dans des caves sombres, des professeurs risquaient l'exécution pour enseigner les mathématiques, l'histoire, la littérature. Jakub enseignait le violon et la théorie musicale. Tomasz, son fils unique, était un élève naturel. Le don de Tomasz n'était pas la technique violonistique, mais l'oreille absolue. Il pouvait entendre n'importe quel son une fois et le reproduire parfaitement. Mélodie complexe, harmonies impossibles, rythme complexe. Son père considérait cela comme un don divin. Sa mère le considérait comme une curiosité charmante. Aucun n'imagina que ce don deviendrait une arme. En juillet 1942, quand commencèrent les déportations massives, Jakub comprit que la rue Nowolipi était un piège mortel. Il contacta la résistance juive, spécifiquement la Żydowska Organizacja Bojowa, JOB, organisation de combat juive. La JOB opérait des réseaux de bunkers, des routes d'évasion, des points de contact. Ils déplacèrent la famille Piotrowski dans un bunker au 18 rue Mila, le bunker le plus sophistiqué du ghetto. Construit sous 3 bâtiments adjacents, il s'étendait sur 2 niveaux sous terre, contenait 47 personnes, avait une ventilation fonctionnelle, un stockage d'eau, même de l'électricité volée aux lignes municipales. C'était une forteresse souterraine. Mais les forteresses finissent par tomber. L'apprentissage. La vie dans le bunker était une existence suspendue. Obscurité perpétuelle, brisée seulement par de rares bougies. Silence absolu pendant le jour, quand les patrouilles nazies pouvaient entendre. Conversation chuchotée la nuit, nourriture rationnée jusqu'aux limites de la famine. Tomasz, 12 ans, s'adapta de manière qui étonnait les adultes. Tandis que d'autres sombraient dans la dépression, il trouvait des façons de contribuer. Il mémorisait les routes de tunnels dans l'obscurité absolue. Il apprenait à se déplacer sans bruit. Il développait une communication non verbale avec les autres résidents. Mais principalement, il écoutait. Le bunker avait des ventilations qui se connectaient microscopiquement au monde extérieur. À travers celles-ci, les sons descendaient, bottes allemandes, cris en allemand, ordres hurlés. Tomasz passait des heures l'oreille collée aux ventilations, écoutant le monde de surface. En particulier, il écoutait les sifflets. Les nazis utilisaient constamment des sifflets pour coordonner les opérations. La Wehrmacht avait développé un système complexe de signaux pendant ses campagnes, en Pologne et en France. Différents motifs signifiaient différents commandements. 3 coups de sifflet courts, convergés vers l'emplacement désigné. Un coup de sifflet long, suivi de 2 courts, retraite immédiate. 2 coups de sifflet long, prisonnier capturé, nécessitent transport. Coup de sifflet alterné rapide, résistance armée, demande renfort. Un coup de sifflet très long, danger, embuscade possible. C'était un langage audible qui traversait le chaos de bataille, fonctionnait sans ligne téléphonique, ne nécessitait qu'un petit instrument de métal que chaque officier portait. Tomasz commença à reconnaître les motifs. Après des semaines d'écoute, il pouvait prédire les actions nazies basées sur les séquences de sifflets. 3 coups signifiaient qu'une rafle convergeait. Un long et 2 coups signifiaient qu'il se retirait. Il remarqua que les nazis étaient absolument cohérents, ne variaient jamais les signaux, car la variation causerait confusion parmi leurs propres troupes. Un après-midi de juillet, pendant une rafle dans un bâtiment proche, Tomasz chuchota à son père. « Ils vont se retirer dans 30 secondes. »« Comment le sais-tu » demanda Jakub.
J'ai entendu le sifflet. Un long, 2 courts. Exactement 28 secondes plus tard, ils entendirent les bottes allemandes s'éloigner. Jakub regarda son fils avec une expression étrange. « Peux-tu imiter ces coups de sifflet ?» Tomáš réfléchit. « Oui, si j'avais un sifflet. » L'idée qui naquit à ce moment était si dangereuse que Jakub essaya immédiatement de la supprimer. Mais les idées, dangereuses en temps désespéré, ont une façon d'insister pour exister. 3 jours plus tard, pendant une patrouille nocturne, des résistants de la JOB tendirent une embuscade à 2 policiers polonais collaborationnistes dans une rue sombre. Ils tuèrent l'un, blessèrent l'autre, récupérèrent armes, munitions et, dans la poche de l'un, un sifflet Acme Thunderer identique à ceux utilisés par la SS. Mordechai Anielewicz, commandant de la JOB, apporta personnellement le sifflet au bunker du 18 rue Mila. « J'ai entendu dire que tu as un garçon avec un talent spécial, » dit-il à Jakub. Tomáš reçut le sifflet comme d'autres enfants recevraient des jouets. C'était un cylindre de métal de 6 cm, poids négligeable, design simple. Quand il souffla, le son était aigu, perçant, identique à ceux qu'il avait entendus 1000 fois depuis les ventilations. Pendant les 2 semaines suivantes, Tomáš pratiqua chaque motif qu'il avait mémorisé. Son père le supervisait, vérifiant la précision. Les autres résidents du bunker, initialement sceptiques, furent graduellement stupéfaits. Le garçon pouvait répliquer parfaitement chaque signal nazi. Non seulement le ton et la durée, mais le timbre exact, l'urgence spécifique, l'autorité implicite. Quand Tomáš soufflait 3 coups de sifflet court, il sonnait indiscernable, de l'ordre d'un officier allemand. « C'est parfait, » dit Mordechai après avoir écouté la démonstration. « Trop parfait pour le gaspiller. »« Que proposes-tu » demanda Jakub, bien qu'il craignît la réponse. « Les nazis planifient une rafle massive. Nous avons infiltré la police collaborationniste. Nous savons qu'ils viendront pour ce secteur bientôt. Si ton fils peut créer la confusion au moment critique... » « Il a 12 ans, » interrompit Jakub. « Nous avons tous 12 ans ici, » répondit Mordechai amèrement. « Certains ont juste vécu plus longtemps. » Le plan? Les renseignements de la résistance étaient clairs. Les nazis planifiaient une rafle dans le secteur est du ghetto pour le 23 août, probablement avant l'aube. L'objectif spécifique était inconnu, mais le 18 rue Mila était dans la zone désignée. Mordechai proposa un plan qui était moitié génie, moitié folie suicidaire. Pendant la rafle, Tomáš se cacherait dans les décombres proches avec le sifflet. Au moment critique, quand les troupes nazies convergent, Tomáš sifflerait des signaux faux pour créer le chaos, ordre contradictoire, appel faux, confusion délibérée. « Si ça marche, » dit Mordechai, « nous gagnerons des minutes pour l'évacuation. Si ça échoue, le garçon meurt et probablement nous mourrons tous aussi. » Jakub écouta cela avec une expression pétrifiée. « Non ? Papa ?» dit Tomáš tranquillement. Il avait 12 ans, mais sa voix portait le poids de quelqu'un qui avait trop vu. « Je peux le faire. » « Tu ne sais pas ce que tu dis ? » « Je sais exactement ce que je dis. J'ai écouté les rafles pendant des mois. Je sais comment ils pensent. Je sais comment ils se déplacent. Je peux les confondre. » Esther, qui était restée silencieuse, parla. « Si Tomáš ne le fait pas et qu'il nous capture, il mourra de toute façon, à Treblinka. Au moins comme ça, il a une chance de se sauver et de sauver les autres. » C'était une logique brutale de temps brutaux. Dans des situations normales, aucun parent ne considérerait mettre son fils de 12 ans en danger mortel. Mais ce n'étaient pas des situations normales. La normalité était morte 2 ans auparavant.
Jacob finit par acquiescer, mais ses mains tremblaient. Ils passèrent les 4 jours suivants à se préparer. Mordechai fournit des vêtements sombres, une casquette qui cachait le visage de Tomash. Ils identifièrent un point d'observation. Les ruines d'un bâtiment au coin des rues Mila et Zamenhofa, 200 mètres du bunker, vue claire des approches principales. Ils répétèrent des scénarios. Mordechai jouait l'officier nazi, criait des ordres, et Tomash répondait avec les sifflets appropriés. Ils pratiquaient au milieu de la nuit, quand le silence du ghetto permettait au son de porter. « Souviens-toi, instruisait Mordecai. Ne siffle pas jusqu'à ce que tu vois les soulimes, les troupes bouger. Si tu siffles trop tôt, ils auront le temps de se réorganiser. Trop tard, ils auront déjà convergé. Le timing est tout. » Tomash acquiesçait, absorbant chaque détail. « Et si on me tire dessus ?» demanda-t-il une fois. Mordechai n'édulcora pas la réponse. « Alors tu auras donné ta vie pour 47 personnes. C'est plus que ce que la plupart accomplissent. » La nuit du 22 août, Tomash ne put dormir. Il gisait dans l'obscurité du bunker, le sifflet caché dans sa poche, écoutant la respiration de 46 personnes dont les vies dépendraient partiellement de lui demain. Sa mère l'étreignit. « Tu n'as pas à faire ça. »« Si, je dois, » répondit Tomash. « Qui d'autre le peut ?» À 4h30 du matin le 23 août, Tomash sortit du bunker par le tunnel d'évacuation qui émergea 3 bâtiments à l'est. Avec lui allaient 2 résistants adultes de la Jobé, Marek et Samuel, qui l'escortèrent au point d'observation, puis disparurent. Le ghetto avant l'aube était un monde d'ombre et de terreur contenue. Les décombres de bâtiments bombardés créaient un labyrinthe de ruines. Des corps occasionnels gisaient où ils étaient tombés, personne de vivant avec l'énergie pour les enterrer. Ils arrivèrent au point d'observation. Le 3e étage d'un bâtiment partiellement effondré, le mur extérieur détruit, fournissant une vue parfaite de l'intersection où les renseignements prédisaient que les nazis convergeraient. « Reste caché », instruisit Marek. « Ne bouge pas jusqu'à ce que tu vois les troupes. Quand tu as fini, sors par la route qu'on a pratiquée. Ne retourne pas directement au bunker. » Tomash acquiesça. Les 2 adultes disparurent dans l'obscurité. Il resta seul. 12 ans, 90 livres, tenant un sifflet de métal qui pesait moins qu'une pomme. La rafle 4h47. Tomash vit le premier mouvement. Les troupes allemandes émergèrent de 3 directions, simultanément, tactique standard d'encerclement. Il compta environ 40 soldats, plus la police polonaise collaborationniste. Ils portaient fusils, lampes torches, des chiens dans certains cas. Au centre du groupe, il identifiqua l'officier commandant par sa posture, son uniforme légèrement différent, le sifflet pendant à son cou sur un cordon. Hauptscharführer Klaus Reinhardt, bien que Tomash ne connût pas son nom. Reinhardt consulta sa montre, puis leva son sifflet. À 5 heures exactement, il siffla 3 fois. Cours, cours, cours. C'était le signal de convergence. Les troupes commencèrent à se déplacer vers le 18 rue Mila en formation coordonnée. Des équipes bloquèrent les rues latérales. D'autres préparèrent l'équipement pour forcer l'entrée. Tomash attendit. Son cœur battait si fort qu'il craignait que les Allemands l'entendent. Il compta les respirations pour se calmer, technique que son père lui avait enseignée pour le trac de l'interprétation musicale. Les troupes avançaient méthodiquement. 150 mètres de l'objectif, 100 mètres, 75 mètres. Maintenant. Tomash leva son sifflet et souffla. Long, court, court. Le son traversa l'air matinal avec une clarté parfaite.
C'était le signal de retraite. En bas, les troupes nazies s'arrêtèrent immédiatement, confuses. Le signal était venu de la direction du bâtiment objectif, mais la voix du sifflet sonnait exactement comme le sifflet de Reinhardt. Reinhardt regarda autour, déconcerté. Il n'avait pas sifflé la retraite. Qui l'avait fait? « Ignorez ça !» cria-t-il. « Continuez d'avancer. » Les troupes hésitèrent, mais obéirent, avançant à nouveau. Tomasz souffla de nouveau, long, court, plus insistant. Maintenant, les troupes s'arrêtèrent vraiment. Certains commencèrent à reculer, d'autres regardaient Reinhardt pour confirmation. La discipline allemande faisait face à des contradictions. Deux ordres opposés avec une autorité apparemment égale. « Qui diable siffle ?» cria Reinhardt furieusement. Tomasz attendit 10 secondes, puis changea de tactique. Il souffla « cours, rapide et urgent ». C'était le signal de résistance armée, demande de renfort. Cela causa une panique contrôlée. Les troupes qui avaient avancé commencèrent à prendre des positions défensives, attendant le feu de tireurs d'élite. Les renforts qui attendaient à l'arrière commencèrent à avancer prématurément. Reinhardt comprit que quelque chose allait terriblement mal. Quelqu'un avec un sifflet nazi sabotait son opération. Mais qui? Où? Trouvez la source de ce son, ordonna-t-il. Tandis que les troupes cherchaient, Tomasz changea de position. Il se déplaça de 20 mètres vers l'est, vers une section différente du bâtiment en ruine. Depuis sa nouvelle position, il souffla. Long. C'était le signal de prisonniers capturés, demande de transport. Cela impliquait que l'objectif avait été atteint avec succès. Un groupe de troupes à l'arrière, entendant ce signal, assumèrent que l'avancée avait triomphé et commencèrent à se déplacer vers l'avant pour récupérer les prisonniers. Mais les troupes à l'avant n'avaient de capturer personne et furent confuses de voir les renforts avancer prématurément. La coordination allemande, habituellement parfaite, se désintégra en chaos. Les unités se déplaçaient dans des directions contradictoires. Les officiers criaient des ordres conflictuels. Le système de communication qui dépendait de signaux clairs avait été infecté par un virus d'ambiguïté. Dans le bunker sous le 18 rue Mila, les résidents écoutaient le chaos au-dessus avec un étonnement croissant. Mordechai, collé à la ventilation, chuchotait des mises à jour. Les troupes sont confuses, ils se divisent, certains se retirent. Le garçon y arrive, murmura quelqu'un avec incrédulité. En haut, Reinhardt avait compris la tactique. Ignorez tous les sifflets, sauf les ordres verbaux, cria-t-il. Avancez vers l'objectif. Mais le dommage était fait. Les précieuses minutes de confusion avaient donné aux résistants le temps d'activer l'évacuation d'urgence. Ils commencèrent à déplacer les gens du bunker par les tunnels vers des points de sortie alternatifs. Tomasz, voyant les troupes s'organiser, décida de jouer la finale. Il devait créer assez de chaos pour donner à l'évacuation le temps complet. Il souffla une séquence qu'il n'avait jamais utilisée. 3 coups de sifflet longs, suivis de 5 courts, répétés 2 fois. Ce n'était pas un signal standard. C'était un signal d'urgence absolue, utilisé seulement dans des circonstances extrêmes. Embuscade massive, effondrement d'opération, danger d'anéantissement. L'effet fut instantané. Les troupes qui avaient ignoré les signaux précédents ne purent ignorer celui-ci. C'était la panique codifiée. Les soldats commencèrent à se retirer activement, cherchant couverture, préparant la défense. Reinhardt comprit qu'il avait complètement perdu le contrôle. Son opération méticuleusement planifiée s'était transformée en fiasco. Les troupes couraient dans toutes les directions.
la communication était impossible. Il ne savait pas s'il faisait face à une résistance armée réelle ou à un sabotage psychologique. Il prit une décision. Se retirer, se regrouper, essayer à nouveau avec de meilleurs renseignements. Il souffla son propre sifflet. Long, court, court. Retraite genuine cette fois. Les troupes, soulagées d'avoir un ordre clair de leur vrai commandant, commencèrent une retraite organisée. À 5h17, 17 minutes après le début programmé, la rafle s'était effondrée. Les nazis se retirèrent sans avoir capturé personne, sans avoir localisé le bunker, complètement confus sur ce qui avait mal tourné. Tomasz resta dans sa cachette encore 30 minutes, s'assurant que la retraite était complète. Puis, suivant la route d'évasion planifiée, il descendit des ruines et navigua par les ruelles vers un point d'extraction à 400 mètres du bunker. Marek l'attendait. « Tu as réussi, dit-il simplement. »« Tous sont sortis ?» demanda Tomasz. « Les derniers sortent maintenant. Personne de capturé. » 47 personnes avaient été évacuées du bunker au 18 rue Mila pendant le chaos que Tomasz avait créé. Ils avaient été dispersés dans 5 bunkers différents à travers le ghetto. Les nazis reviendraient éventuellement, mais à ce moment-là, l'objectif serait vide. Conséquence immédiate. Cette nuit-là, dans le bunker de secours rue Franciszkańska, où la famille Piotrowski avait été relocalisée, Tomasz permit finalement au choc de l'atteindre. Il tremblait incontrôlablement pendant 1 heure. Sa mère le tint sans parler. « J'aurais pu mourir », chuchota-t-il finalement. « Mais tu n'es pas mort », répondit Esther. « Tu as sauvé 47 vies, y compris la tienne, la mienne, celle de ton père. » Jakub, assis de l'autre côté, avait des larmes coulant sur son visage. « Je n'aurais jamais dû le permettre. »« Tu n'avais pas le choix, » dit Tomasz avec une clarté surprenante. « Aucun de nous ne l'avait. » C'était vrai que les enfants dans le ghetto comprenaient avec précision ce qui faisait pleurer les adultes. Ils n'avaient pas de vrai choix. Il y avait seulement des degrés de terreur. Mordechai visita 2 jours plus tard. « Les nazis sont furieux », rapporta-t-il. Ils enquêtent sur comment leur communication a été sabotée. Certains officiers pensent que c'était un infiltré dans leur rang. D'autres pensent que c'était un résistant avec des radios capturées. Personne ne soupçonne que c'était un garçon avec un sifflet. « Reviendront-ils » demanda Jakub. « Sans aucun doute. Mais maintenant, ils sont plus prudents. Et nous avons gagné du temps. » Mordechai regarda Tomasz. « Pourrais-tu le refaire ?» Avant que Jakub puisse protester, Tomasz répondit « Si c'est nécessaire, oui. » Pendant les semaines suivantes, Tomasz exécuta 3 opérations additionnelles de sabotage au sifflet. Chaque fois, les nazis planifiaient des rafles, les renseignements de la résistance alertaient, Tomasz se positionnait, créait la confusion avec de faux signaux. Ça ne marchait pas toujours parfaitement. Dans la 2e opération, il fut presque détecté quand un soldat vit du mouvement dans sa cachette. Il ne s'échappa que parce que ce soldat assuma que c'était un rat, pas un garçon. Dans la 3e opération, les troupes nazies avaient changé certains signaux, les rendant plus complexes. Tomasz improvisa, créant une confusion différente mais efficace. Pour la 4e opération, les nazis avaient commencé à utiliser principalement des ordres verbaux, se fiant moins au sifflet. L'efficacité de la tactique diminuait à mesure que les Allemands s'adaptaient. Mais au total, les 4 opérations sauvèrent approximativement 150 vies. Des bunkers qui auraient été découverts furent évacués à temps. Des personnes qui auraient été déportées à Treblinka
restèrent vivantes, cachées, attendant. La capture 16. Septembre 1943. Tomasz était en position pour la 5e opération quand quelque chose tourna terriblement mal. Les renseignements de la résistance avaient été compromis. Un infiltré nazi dans la police polonaise avait alimenté de fausses informations sur l'emplacement de la rafle. Quand Tomasz arriva à son point d'observation programmé, il trouva un piège. Les troupes allemandes étaient déjà positionnées, attendant. Ils avaient déduit que quelqu'un se cachait dans les ruines pendant les rafles, soufflant de faux signaux. Alors, ils préparèrent une embuscade. Tomasz vit les troupes trop tard. Quand il essaya de se retirer, un soldat émergea d'une cachette derrière lui, bloquant l'évasion. « Arrête ou je tire », ordonna-t-il en allemand. Tomasz se figea. Il avait 12 ans. Son cerveau traitait les options avec une vitesse désespérée. Courir signifiait une balle dans le dos. Se rendre signifiait interrogation, torture, mort éventuellement. Il choisit la 3e option. Il leva le sifflet à ses lèvres et souffla aussi fort qu'il pouvait. 3 longs, 5 courts, répétés, répétés, répétés. Signal d'urgence maximale, crié avec les poumons d'un garçon désespéré. Le son traversa l'air matinal, atteignant les bunkers proches où les résistants écoutaient. C'était le signal non seulement d'opération compromise, mais de capture. Il alerta tout le réseau de résistance dans le secteur Est. Évacuation immédiate, assumer tout compromis, se disperser. Le soldat lui arracha le sifflet des mains, le frappa durement. Tomasz tomba, goûtant le sang. Le Hauptscharführer Reinhard arriva moment après. Il regarda, le garçon saignant au sol, avec une expression entre fureur et incrédulité. « C'est ton saboteur », informa le soldat, « un garçon juif. » Reinhard s'agenouilla, saisit le visage de Tomasz, le forçant à le regarder. « Toi, dit-il avec une reconnaissance amère, toi qui as causé tout ce chaos, toi qui as ruiné mes opérations, un maudit garçon. » Tomasz cracha du sang. « Je ne suis pas juste un garçon. Je suis juif. Et vous ne nous vaincrez jamais. » C'était une bravade de 12 ans, courageuse et absurde. Reinhard aurait pu le tuer immédiatement. Il aurait dû selon le protocole nazi. Mais Reinhard, vétéran de multiples campagnes, ressentit quelque chose qu'il ressentait rarement. Un respect inconfortable. Ce garçon avait tactiquement surpassé des officiers allemands entraînés. Il avait sauvé des centaines en utilisant seulement l'ingéniosité et un instrument simple. « Emmenez-le », ordonna-t-il finalement, pour interrogation. Prison et évasion. Ils emmenèrent Tomasz à la prison Pawiak, installation nazie notoire à Varsovie, où des milliers de Polonais et de Juifs avaient été interrogés, torturés, exécutés. Ces cellules avaient des murs tachés de sang que le nettoyage ne retirait jamais complètement. Il passa 3 jours dans une cellule individuelle, anticipant l'interrogation. Il avait peur d'une terreur qui rendait difficile la respiration, mais aussi d'une clarté étrange. Il savait qu'il mourrait probablement. Alors la peur était sans importance. Quand l'interrogation vint finalement, elle fut moins brutale physiquement que prévu. Les nazis voulaient des informations. Nom de résistants, emplacement de bunkers, détails du réseau. Tomasz ne leur donna rien d'utile. Il inventa de faux noms, des emplacements qui n'existaient pas, décrivit un réseau fantastique qui était 3 fois plus grand que le réel. S'ils allaient le torturer de toute façon, au moins les enverrait-il chasser des fantômes. L'interrogateur, étonnamment, semblait presque amusé. « Tu es un menteur créatif, » observa-t-il. « Dans des circonstances différentes, tu aurais pu être romancier. » « Dans des circonstances différentes, » répondit Tomasz,
vous ne seriez pas des assassins. La torture commença le jour 4. Ce n'était pas brutal comme ce que les adultes expérimentaient, mais pour un garçon de 12 ans, c'était dévastateur. Déni de nourriture, d'eau, de sommeil, des interrogations qui duraient des heures, des menaces contre sa famille. Tomáš se fractura psychologiquement, mais ne se brisa pas. Il avait appris la technique dans le bunker, séparer l'esprit du corps. Le corps expérimentait la douleur, mais l'esprit flottait séparé, observant à distance. Le jour 7, la résistance exécuta un plan qui était désespéré, même selon les standards de la résistance. Ils soudoyèrent un garde polonais, le combinèrent avec une diversion externe, infiltrèrent la prison, déguisés en ouvriers de maintenance. C'était une opération extrêmement risquée. Normalement, ils n'auraient pas tenté le sauvetage d'un prisonnier individuel, les ressources étaient trop précieuses. Mais Tomáš était devenu un symbole, le garçon qui avait vaincu les nazis avec un sifflet. Sa capture était une défaite psychologique que la résistance ne pouvait accepter. À 2 heures du matin, le jour 8, une petite explosion dans la section nord de la prison créa une diversion. Les gardes coururent vers le son. Dans la confusion résultante, les résistants déguisés ouvrirent la cellule de Tomáš, le sortirent dans un chariot de blanchisserie, le transportèrent par des couloirs que le garde soudoyé avait laissé débloquer. 5 minutes plus tard, Tomáš était dans un camion volé, couvert de draps sales, accélérant vers le secteur est du ghetto où des bunkers le cachèrent. L'opération fut un succès miraculeux. Mais elle eut un coup. 2 résistants moururent dans la diversion. Un garde soudoyé fut découvert et exécuté. Des ressources précieuses furent dépensées. Quand Tomáš apprit cela après, il pleura pour la première fois depuis la capture. « Ça n'en valait pas la peine », sanglota-t-il. « Je ne suis pas si important. » « Tu n'as pas été sauvé parce que tu es important, » expliqua Mordechai. « Tu as été sauvé parce que ce que tu représentes est important. » L'espoir, l'ingéniosité, la preuve que nous pouvons gagner de petites victoires. Les mois finaux. Après l'évasion, Tomáš ne put plus exécuter d'opération au sifflet. Les nazis le connaissaient maintenant, avaient fait circuler sa description. Apparaître à n'importe quel endroit visible signifiait capture immédiate. Il passa les mois finaux de 1943 dans un bunker profond, rue Muranowska, voyant rarement la lumière du jour. Le ghetto se contractait constamment. Les nazis continuaient les rafles, excavant systématiquement chaque bunker. Ce n'était qu'une question de temps. En décembre 1943, la résistance commença une opération finale. Évacuer les survivants vers le côté arien de Varsovie par les égouts. C'était incroyablement dangereux. Beaucoup moururent dans les égouts de gaz, noyades ou capture par les patrouilles nazies. Mais c'était la seule chance. La famille Piotrowski fut évacuée le 18 janvier 1944. Rampant à travers les égouts pendant des heures, ils émergèrent du côté arien, où des contacts gentils polonais les cachèrent dans un grenier. Ils vécurent là, 3 personnes dans un espace de 2 mètres sur 3 mètres, jusqu'à la libération de Varsovie en janvier 1945. Ce fut une année d'invisibilité presque totale, subsistant avec la nourriture que des sympathisants risquaient leur vie pour fournir. Pendant cette année, Tomáš ne toucha pas le sifflet. Il était caché dans une couverture sous le plancher, mais la nuit, il pratiquait mentalement, imaginant les signaux, mémorisant les motifs, gardant la compétence aiguisée, bien qu'il ne l'utiliserait plus jamais. Libération et après janvier 1945. L'Armée rouge
libéra Varsovie. Les nazis, reculant face à l'avancée soviétique, avaient systématiquement démoli 85% de la ville. Le ghetto de Varsovie était un champ de décombres. Sur 400 000 juifs originellement confinés là, environ 11 000 survécurent, la plupart cachés du côté arien ou évacués avant la liquidation finale. Tomasz émergea du grenier avec ses parents, clignant des yeux dans la lumière du soleil qu'il n'avait pas vu depuis 1 an. Il avait 13 ans, mais son visage portait l'âge de quelqu'un de beaucoup plus vieux. La famille émigra en Israël en 1947. Tomasz servit dans l'IDF pendant la guerre d'indépendance en 1948, où ses compétences d'infiltration et de furtivité, apprises dans le ghetto, firent de lui un agent précieux. Après le service militaire, il étudia la musique comme son père l'avait voulu. Il devint professeur de musique à Tel Aviv, enseignant le violon à des générations d'étudiants israéliens. Il parlait rarement de son expérience de guerre. Quand des étudiants demandaient à propos des numéros tatoués sur les bras de survivants des camps, Tomasz n'en avait pas, il n'avait jamais été dans un camp, il répondait vaguement « La guerre était terrible, mieux vaut se concentrer sur la musique ». Ce n'est qu'après sa retraite, en 1989, qu'il commença à partager son histoire. Il donna des interviews à des historiens, témoigna à Yad Vashem, écrivit de brèves mémoires intitulées simplement « Le sifflet ». Dans ces mémoires, il décrivit le sentiment de siffler de faux signaux pendant que les nazis cherchaient « J'étais un musicien dirigeant un orchestre du chaos. Chaque note devait être parfaite ou toute la performance échouait. Mais au lieu de créer de la beauté, je créais de la confusion. C'était de la musique sombre, mais c'était ma musique, et elle sauvait des vies. » Tomasz mourut en 2015 à 84 ans. À ses funérailles, son petit-fils souffla le sifflet Acme Thunderer 3 fois, puis le déposa dans le cercueil. C'était le sifflet original récupéré de la police collaborationniste en 1943, préservé pendant 7 décennies. Héritage et analyse. L'histoire de Tomasz Piotrowski représente une forme unique de résistance. Sabotage psychologique utilisant les systèmes de communication ennemis contre eux. Les nazis avaient construit une machine militaire basée sur la discipline, la hiérarchie, la communication claire. Les sifflets faisaient partie de ce système, permettant une coordination rapide sans technologie complexe. Le génie de Tomasz fut de reconnaître que le système basé sur la clarté était vulnérable à l'ambiguïté. En introduisant des signaux contradictoires au moment critique, il transforma l'avantage allemand en désavantage. Leur discipline devint confusion. Leur coordination devint chaos. Le système conçu pour l'efficacité devint source de vulnérabilité. C'était une forme de résistance accessible. Elle ne nécessitait pas d'armes, d'entraînement militaire ou de ressources massives. Elle ne nécessitait qu'une observation soigneuse, une capacité d'imitation et le courage suicidaire d'un garçon de 12 ans. Les historiens estiment que les opérations de Tomasz sauvèrent directement environ 150 à 200 vies en créant du temps pour les évacuations. Indirectement, elles causèrent que les nazis révisent les systèmes de communication, distrairent des ressources en enquêtant sur des infiltrés et perdent confiance dans la coordination au sifflet. Mais plus important, elles démontrèrent que la résistance pouvait prendre des formes inattendues. Tous les héros ne portèrent pas d'armes. Certains portaient des sifflets. Épilogue, le son de la résistance. En 2008, Yad Vashem installa une exposition permanente intitulée « Voix de résistance ». Parmi les photographies de combattants du ghetto, les armes, improvisées, et les documents de résistance, se trouve une petite vitrine contenant un sifflet Acme Thunderer,
La plaque indique « Sifflet utilisé par Tomasz Piotrowski, âgé de 12 ans, pour saboter les opérations nazies dans le ghetto de Varsovie, 1943. Instrument simple, courage extraordinaire. » Les visiteurs peuvent presser un bouton qui reproduit un enregistrement des séquences de sifflets que Tomasz soufflait. Le son aigu remplit l'espace d'exposition et pendant des moments, il est possible d'imaginer le chaos que ce son créait il y a 8 décennies. Dans l'interview finale avant sa mort, Tomasz fut interrogé s'il avait peur pendant les opérations. « Bien sûr, j'avais peur, répondit-il. J'avais 12 ans. J'étais terrifié chaque seconde. Mais la peur est moins importante que le besoin. Nous avions besoin de survivre. Nous avions besoin de résister. Comparé à ce besoin, ma peur était sans importance. Que voulez-vous que les gens se rappellent de votre histoire ?» Tomasz réfléchit longuement. Que la résistance prend beaucoup de formes. Elle ne ressemble pas toujours à un soldat avec un fusil. Parfois, elle ressemble à un garçon avec un sifflet. La taille de l'arme n'importe pas. Ce qui importe, c'est de refuser d'accepter qu'il n'y a pas d'option. Le sifflet pèse 28 grammes. Il coûtait 50 centimes en 1943. Il était fabriqué en Angleterre par la compagnie qui l'avait conçu pour les arbitres sportifs. Mais dans les mains de Tomasz Piotrowski, il devint un instrument de guerre psychologique, un outil de salut de masse, un symbole de l'ingéniosité humaine face au mal organisé. Les nazis avaient des tanks, des avions, des armes industrielles, de morts massives. Tomasz avait un sifflet et une oreille parfaite. Et ces matins d'août et septembre 1943, quand le son aigu traversa l'air du ghetto, créant la confusion dans les rangs allemands, ce sifflet vainquit ces tanks plus efficacement que n'importe quelle arme conventionnelle aurait pu le faire. Parce que tandis que la violence peut détruire les corps, l'ingéniosité détruit les plans. Et les plans détruits sauvent des vies. Le garçon de 12 ans qui savait imiter les sifflets nazis dévia plus que des rafles. Il dévia des destins, écrivit des fins, prouva que même dans l'obscurité la plus absolue, la créativité humaine trouve des façons de créer de la lumière. Et tout ce dont il avait besoin était 28 grammes de métal, une imitation parfaite et un courage qui pesait infiniment plus que n'importe quelle arme.